nous dit que les cris du corps sont des messages de l'âme. On vous propose un éclairage sur notre état de santé, davantage inspiré par les codes de la médecine traditionnelle japonaise. C'est notre dossier santé bien-être du jour. Europe 1, 11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. C'est le moment d'accueillir notre invité, celui qui nous propose aujourd'hui d'apprendre à décrypter certains messages de notre corps. Bonjour Michel Audoul. Bonjour à vous. Vous êtes praticien et fondateur de l'Institut français de Shiatsu. Vous êtes également l'auteur du livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », paru chez Albin Michel. Alors justement, pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement déjà ce qu'est le Shiatsu ? Tout à l'heure, Isabelle Huppert était très emballée déjà par la discipline, mais c'est une médecine traditionnelle japonaise. Ça consiste en quoi le Shiatsu ? Oui, c'est ça. C'est une technique corporelle qui vient du Japon. Shiatsu, ça veut dire pression des doigts. Donc c'est une technique corporelle qui travaille sur le corps, qui suit des trajets particuliers, qui sont des méridiens d'acupuncture, et qui utilise les points d'acupuncture par digitopression pour aller rétablir ce que l'on considère comme étant à la base de la vie, c'est-à-dire des flux qui circulent en nous et qui, s'ils sont déséquilibrés, génèrent les états de santé fragilisés, voire pathogènes, ou qui, s'ils sont équilibrés, nous permettent de nous sentir en état de santé. Donc ça, on peut faire un parallèle avec la médecine traditionnelle chinoise ou rien à voir ? Ce sont les mêmes racines. C'est-à-dire que les références du shiatsu s'appuient sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise qu'on connaît avec l'acupuncture et qui sont arrivés au Japon vers le VIe siècle par des marchands coréens qui venaient de Chine et qui ont amené ça. Et cette approche de la médecine traditionnelle chinoise s'est associée à la médecine archaïque japonaise qui s'appelait le Kampo, qui était construite autour de deux axes fondamentaux qui étaient les massages corporels et l'usage des plantes. Et ça a donné et ça a produit cette médecine particulière qui s'appelle le shiatsu. Donc le shiatsu, c'est uniquement des massages, ça veut dire pression des doigts, donc sur le corps. Oui. C'est une philosophie. Moi, je pensais que c'était aussi plus large et que c'était quand même une philosophie aussi. C'est pas uniquement du massage, c'est ça ? Oui, alors ça, c'est quelque chose qui appartient totalement aux philosophies de l'Orient. C'est-à-dire que les Orientaux considèrent très globalement que si un geste, même s'il est parfait sur le plan technique, s'il n'est pas animé par quelque chose de plus profond qui est la qualité d'être du praticien, eh bien c'est un geste qui n'aura qu'un effet et un impact qui n'ira pas au-delà d'un certain seuil. Ouais. Et donc il y a une véritable trame, on va dire existentielle commune, qui est que si je vais travailler sur le corps, il faut que j'en connaisse les tenants, les aboutissants, les leviers qui sont des leviers plutôt, on va dire, invisibles, en tout cas qu'on ne perçoit pas, mais qui sont essentiels. Et donc, ce sont des techniques qui toutes, qu'elles soient thérapeutiques ou qu'elles soient simplement de détente, s'inscrivent dans une vision du monde qui est une vision, entre guillemets, un peu animiste, c'est-à-dire qui considère qu'à la racine de toute chose, eh bien, il doit y avoir une âme qui génère cela. Et c'est pour ça qu'on a cette excellence du Japon, ces trésors nationaux, cette philosophie et ces notions des kami. On parlait beaucoup de nature, eh bien les kami sont présents partout, même dans les rochers et les arbres, et que dans les enseignements de ces techniques corporelles, eh bien on apprend autant aux praticiens un savoir-faire qu'un savoir-être. Alors, le sous-titre de votre livre, c'est « Les cris du corps sont des messages de l'âme ». Ça veut dire quoi concrètement ? Est-ce qu'on peut parler de somatisation ? C'est de ça ou c'est plus large ? Oui, c'est peut-être même un petit peu au-delà, c'est-à-dire la somatisation, c'est la manière avec laquelle le corps exprime quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Dans la logique de ce que j'ai voulu exprimer dans mon livre, il y a quelque chose d'absolument indissociable de ce qui est la conscience et la conscience que l'individu a de lui-même. On dit en médecine traditionnelle chinoise que la maladie apparaît dans un organe quand la conscience le quitte. Et que l'idée fondamentale, c'est de permettre quelque chose qui va aller faire réhabiter l'organe par cette conscience. D'ailleurs, la douleur, elle a ce rôle. Mais alors, comment vous faites pour ramener à la conscience les mots qui nous traversent ? Il faut parler ? C'est un peu psy aussi ? Oui, c'est-à-dire, un peu psy. Si aller à la rencontre de soi, accepter les émotions qui peuvent éventuellement monter plutôt que de les faire taire, quelle que soit la manière, par la suractivité, par l'alcool, par la cigarette, par les médicaments, par etc. Si plutôt que de faire taire ce qui s'exprime, on se donne juste le temps un petit peu d'écouter ce qui arrive et qu'on se pose juste la question, tiens, qu'est-ce qui se passe ? À partir de ce moment-là, il y a déjà énormément de choses qui peuvent exister. Mais c'est la même chose à nouveau. Le corps, quand il nous fait mal à un endroit donné, c'est juste pour que nous portions notre attention sur cette zone, parce qu'elle représente de quelque chose, qu'elle parle de quelque chose. Et c'est cette espèce de grille que j'ai voulu mettre, et notamment dans cette nouvelle édition, dans laquelle j'ai amené les pathologies qui sont les pathologies de nos mondes actuels. Nos vécus nous bouleversent, nous bousculent, nous avons vraiment l'impression d'être dans un tambour de machine à laver, et ça génère un certain nombre de décompensations corporelles qui vont de l'apnée du sommeil à la fibromyalgie, au syndrome du cœur brisé, à la désespérance, etc. Pourquoi notre inconscient s'exprime à travers des douleurs comme ça, comme ce que vous venez de citer ? Vous pensez que dans ce monde moderne, finalement, on ne s'écoute pas assez ?
On ne s'écoute plus. Ouais. On ne s'écoute plus. Nous avons, quelles que soient les raisons de cela, nous avons fait le choix finalement de ne nous intéresser qu'à ce qui nous est extérieur. Donc c'est l'extérieur qui nous motive, c'est l'extérieur qui nous met la pression, c'est l'extérieur qui nous explique, etc. Nous n'avons plus de rapport à nous-mêmes et d'intériorité. À une époque, je faisais des stages de shiatsu en résidentiel dans le désert mauritanien. La chose qui était la plus difficile pour toutes les personnes qui venaient là-bas, c'était le silence. Nous ne sommes plus capables d'être dans un monde dans lequel le silence existe. Sauf que ce bruit que nous faisons nous empêche d'entendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc le silence peut faire partie d'une pratique de shiatsu aussi. Mais c'est fondamental, elle se fait d'ailleurs en silence. Vous n'avez pas de pratique de shiatsu qui se fait avec une petite musique type New Age au fond. Il n'y a pas ça. Et quelques fumigations, absolument pas. Il y a un silence total. À part le dialogue qu'on peut avoir verbalement avec... Pas pendant la technique. Ah. Il y a un dialogue qui se fait pendant le temps qui précède, pendant le temps de l'entretien. Il y a un échange et il y a un temps où on explique, où on conduit effectivement la personne et le patient à entendre ce qui est en train de se passer et peut-être à donner du sens à ce qui lui arrive. Mais pendant tout le temps du travail technique, la seule direction dans laquelle on mobilise l'attention du patient, c'est sur sa respiration. Très bien. Michel Odoul, on va se retrouver dans un court instant. On n'en a pas fini avec vous, car justement, vous allez nous détailler certains messages de notre corps, certaines pathologies qui peuvent, selon vous, trouver leur origine dans notre inconscient. Vous dites même dans notre âme. On va tenter d'expliquer votre approche le plus simplement possible à nos auditeurs dans quelques minutes sur Europe 1. Bien fait pour vous sur Europe 1. Historiquement fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Nous sommes toujours avec notre invité Michel Odoul. Je rappelle que vous êtes praticien et fondateur de l'Institut français de Shiatsu. Vous êtes également l'auteur du livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » paru chez Albin Michel. Alors si je comprends bien votre approche, vous dites que finalement chaque douleur serait liée à ce qu'il se passe dans notre tête. C'est bien ça? Ce sont des sortes de messages symbolique? Oui, c'est un message symbolique et c'est ou même au-delà du message symbolique, c'est un message extrêmement puissant puisqu'à un moment donné, quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes se traduit dans le réel et notamment dans notre réalité physique. Alors ça peut sembler surprenant parce qu'on pense que les émotions ou les vécus, c'est quelque chose d'abstrait qui n'existe sur rien. Sauf qu'il n'y a pas une seule émotion qui ne s'appuie pas sur une sécrétion hormonale et sur des fonctionnements du système neurovégétatif. Prenons par exemple quelqu'un qui est timide. Quelqu'un qui est timide, si vous le mettez en présence de quelqu'un qui l'impressionne, il va se mettre à rougir. Qu'est-ce qui s'est passé? L'intensité émotionnelle, le vécu, a généré chez la personne la sécrétion de deux hormones particulières, l'adrénaline, la noradrénaline. L'adrénaline va avoir entre autres dilaté les vaisseaux sanguins. Et donc, c'est ce qui amène le rougissement. Sauf que voilà, le timide ne rougit que d'une partie du corps qui est le visage, de nulle part ailleurs. Or, le visage, eh bien, il est représentatif de notre identité. C'est ce que nous mettons sur nos papiers d'identité. Et là, on voit l'intelligence du corps. Et là, la noradrénaline vient, elle a ce qu'on appelle un électeur de lieu, et c'est elle qui décide où l'adrénaline va aller jouer son rôle, parce qu'elle est présente dans tout le sang. Or, elle ne va dilater que les vaisseaux du visage. Pour que ça se voit. Pour que ça La se voit coquine. et que ça nomme précisément. Puisque si c'est l'identité, le visage, il est très clair que le timide est quelqu'un qui, par rapport à ses émotions, a une problématique avec son identité. Alors, on va donner quelques exemples justement à nos auditeurs. Je ne sais pas, moi, si on a mal à l'estomac, ce serait a priori un signe d'anxiété, de contrariété, j'imagine, vous le confirmez? Oui, c'est-à-dire l'estomac nous sert à digérer la matière, c'est-à-dire les nutriments. Eh bien, il faut savoir que, psychiquement parlant, il y a un pan de nous-mêmes qui nous sert à psychiquement digérer la matière, c'est-à-dire la gérer et réfléchir aux choses. Si je suis quelqu'un qui se fait du souci, qui rumine beaucoup des choses ou qui réfléchit beaucoup sur la matière, eh bien, ça va finir par fragiliser mon estomac. On a l'exemple type des hommes d'affaires dont la pathologie favorite était l'ulcère. Alors justement, Mais c'est ça une expression fonctionne- littérale, l'ulcère? Littéral. On Et dit dans je le suis sens, ça ulcéré. fonctionne Ouais. aussi. Ouais. Parce que si j'ai trop mangé à midi, je réfléchis mal l'après-midi. Alors moi, je vais faire la fille très terre à terre, mais on Oui. sait aussi qu'on peut avoir des ulcères parce qu'il y a une bactérie qui s'est mise dans l'estomac. Mais ça voulait dire que si mon estomac était sensible à cette bactérie, c'est pour cette raison psychique. Elle est présente chez quasiment l'intégralité des gens, mais, Mais elle tout ne le se monde ne fera développe pas un que ulcère, c'est chez vrai. ceux qui se font du souci. Ah oui. Et j'en ai plein le dos là. J'ai mal au Oui. dos. Est-ce que là aussi c'est une expression littérale? C'est une expression littérale, totalement littérale. Nous sommes des personnes qui sont dans des mondes dans lesquels nous avons tendance à croire qu'il faut que nous portions tout. Et à partir de là, notre structure dorsale, elle n'est pas neutre, c'est elle qui détermine notre posture. Si je me tiens droit, c'est pas un muscle, c'est mon cerveau qui détermine quelque chose. Mais alors justement, quelqu'un qui viendra avec un lumbago terrible, qu'est-ce que vous pouvez lui faire en shiatsu pour que ça marche? Beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la structure musculaire, on va détendre les muscles lombaires, bien entendu. On va travailler sur toute la colonne dorsale, on va détendre les fascias qui sont en dessous.
et on va surtout amener du sens. Mhm. Parce qu'une lombalgie, c'est une tension des lombaires. Les lombaires, elles sont au nombre de 5. Dans notre vie, il y a 5 plans fondamentaux, dans la vie de tout le monde, qui sont le couple, la famille, le travail, la maison, le pays. Mhm. Derrière les lombalgies, il y a le fait que sans doute, je vis des tensions par rapport à un de ces pôles, Mhm. et la vertèbre elle-même qui est décalée, déplacée ou qui est pincée, va me nommer très précisément le pan de ma vie sur lequel j'ai une Ah tension. oui, mais à la Oui. vertèbre près, vous Oui. savez de quelle maison il s'agit, enfin de quel Absolument. endroit il s'agit. Oui. Mais quand on a admettons, une hernie discale ou même une double hernie discale entre L4 et L5, ça, je veux dire, c'est quelque chose de très physique, on le Oui. voit sur les radios. Mais bien sûr. Et comment vous l'expliquez tout ça alors Mais vous comment ça se passe très physiquement parlant? C'est comme pour beaucoup de choses. La hernie, elle n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle est soit post-traumatique, soit elle est posturale. Elle est posturale pourquoi? Parce que certaines zones musculaires dans mon dos sont mises en tension. Mhm. Pourquoi est-ce que c'est le côté droit de mes muscles lombaires ou le côté gauche qui s'est mis en tension? Peut-être que là, on va trouver une raison. Cette compression des muscles lombaires, elle devient à un moment donné tellement forte qu'elle comprime les coussinets qui sont entre les vertèbres et finit par éjecter le noyau mou qui est là. Ça s'appelle une hernie discale. Oui. Si la hernie est sur L4, L5, il y a une tension qui est vécue, il y a un excès de pression qui existe chez la personne par rapport à ce qui est son couple ou sa famille. Couple intérieur ou couple extérieur, après il faudra en discuter un petit peu plus. Mais comment vous la soignez alors cette hernie? Parce qu'elle est là, elle existe et vous n'allez pas pouvoir la faire rentrer. On sait qu'il faut, je sais pas, 4, 5, 6 mois pour qu'elle se résorbe, la hernie discale. En shiatsu, vous allez la régler? Alors, nous ne sommes pas dans de la pensée magique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui va se faire sur le plan physiologique. Donc déjà, on va limiter la tension. Mhm. Si on limite la tension, on va limiter la progression, voire l'arrêter. Ensuite, il y a des techniques d'étirement particulières. Mhm. Il y a des techniques qui existent ailleurs, qu'on connaît aussi en ostéopathie, etc. Il y a des tables d'étirement qui fonctionnent très bien, etc. Donc il y a beaucoup de réponses qui peuvent être données. Et tant qu'il n'y a pas de lésion au niveau du disque, Ouais. c'est quelque chose qui est rattrapable. Mhm. Quand le disque intervertébral est lésé, lui, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais en vous écoutant, je suis en train de comprendre que c'est aussi une médecine entre guillemets préventive. L'idée, c'est pas forcément d'aller vous voir quand on a mal. C'est d'abord une médecine préventive. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans les anciens temps, en Chine, les médecins n'étaient payés que tant que les gens n'étaient pas Oui, c'est malades. ça. Et on pouvait leur demander On de arrêtait l'argent de les si on payer était quand ils étaient malade. malades. Exactement. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure aussi du syndrome du cœur brisé, le Takotsubo. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est déjà? Alors ça s'appelle Takotsubo parce qu'en fait, ça a été étudié dans les années 60 par des Japonais et que le cœur, en fait, un ventricule, notamment le ventricule gauche, prend la forme d'une amphore qui servait à capturer les poulpes. Ah. Takotsubo, ça veut dire piège à poulpe. Voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Ce qu'on appelle, quand on est estampillé médecine, cardiomyopathie de stress, et sinon, c'est le syndrome du cœur brisé. Un vécu tensionnel, affectif, violent et intense, la perte d'un être cher, une séparation, etc., va effectivement déchirer des fibres du muscle cardiaque. Il y a des études qui ont été publiées, et ça a été un peu une explosion, une bombe qui a été jetée dans le monde de la médecine purement mécanique, puisqu'on a démontré par là qu'un état émotionnel pouvait avoir des conséquences extrêmement violentes, puisque des fibres déchirées, quand elles cicatrisent, deviennent dures, et donc ça fragilise le cœur pour les années à venir. Mais le cœur est brisé. Le cœur est Et donc c'est réellement bien brisé. l'organe de l'amour, c'est ça que vous voulez dire Bien sûr. aussi. Et vous arrivez à le réparer à peu près? Ah non, mais non. Bah non, c'est foutu. Vous savez, nous sommes dans quelque chose qui va amener de la réponse à 2 niveaux. Nous allons être capables de gérer du fonctionnel et de la tension, nous allons emmener de la détente, nous allons emmener du relâchement, nous allons renforcer une immunité, nous allons permettre à un individu de mieux comprendre ce qu'il est, pourquoi il vit. S'il s'est cassé une jambe, il va falloir réduire la fracture. Si des fibres du muscle cardiaque sont déchirées, nous ne pourrons pas revenir dessus. En revanche, permettre à la personne de comprendre pourquoi, c'est lui éviter de retomber dans le même piège. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, Mélanie, ou vous, hein, mais parfois, quand on a vraiment quelque chose de très triste, on a quand même l'impression que le cœur se fend. Donc, c'est Oui, pas une impression. Mais Le c'est cœur pas une se impression. Ce n'est pas une impression. Vous parlez également dans le livre de l'apnée du sommeil. Il y a une raison pour laquelle ces problèmes respiratoires se passent la nuit, selon vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre point de vue, justement? C'est là, les apnées du sommeil, c'est quelque chose d'extrêmement troublant. Parce que ce sont des moments donnés où une fonction qui normalement ne s'arrête pas, s'arrête. Qu'est-ce qui fait que la fonction respiratoire s'arrête? La fonction respiratoire, c'est celle qui nous permet d'assimiler l'oxygène. On dit en médecine chinoise de nous nourrir du ciel. C'est la fonction qui est celle qui, lorsqu'elle fait venir de l'air en nous, s'appelle inspirer. On voit vraiment déjà comment la symbolique du vocabulaire est extrêmement puissante pour ça. La phase nocturne est une phase pendant laquelle notre conscient, c'est-à-dire notre petit cocher, notre petit chef intérieur qui voudrait tout maîtriser, est obligé de lâcher pour pouvoir un peu se reposer, parce que lui, il doit se reposer. Et ça, c'est ouvrir la porte à ce moment-là
à quelque chose qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus vaste, mais beaucoup plus patient et qui a le temps avec lui, qui s'appelle l'inconscient. Et cette phase nocturne, pendant laquelle le travail se fait, est celle sur laquelle on va pouvoir intervenir. Et c'est elle qui va avoir des interactions sur des fonctions. Il n'y a pas que les apnées du sommeil qui s'aggravent pendant la nuit. On peut avoir des douleurs dorsales qui s'aggravent pendant la nuit. L'asthme aussi, parfois. Pardon ? L'asthme aussi. Là, bien sûr, tout ce qui va être, entre guillemets, ce qu'on appelle psychosomatique. Mais même au-delà de ça, dans ce que sont les expressions qui peuvent venir du plus profond de nous-mêmes, la nuit, c'est le royaume du rêve. Et le rêve, c'est le mode privilégié de l'expression de l'inconscient. Donc pour vous, c'est une porte d'entrée, le rêve. Oui. Oui. Et l'eczéma, vous pouvez faire quelque chose contre les gens qui ont des problèmes de peau ? Oui, alors c'est toujours pareil. C'est très trivial de dire oui ou de dire non, ou etc. On peut aider, on peut vraiment aider, on peut arriver à faire disparaître, on peut ne pas arriver. J'ai derrière le livre Dis-moi où tu as mal, quand il est sorti il y a 27 ans, parce que c'est pas un jeune homme de l'année. Il y a eu plusieurs éditions, ouais. C'est une nouvelle édition, mais il y avait déjà 6000 consultations derrière. Aujourd'hui, j'en ai à peu près 10 000 en fiche. Il y a un certain nombre de fois où je n'ai pas réussi. Mais ça vaut le coup. Mais il y a de nombreuses fois où j'ai réussi. Ce qui est important, c'est de trouver la clé, qui est la clé relationnelle. Mais on sait même en médecine pure et dure que l'eczéma a à voir avec des vécus, des psychismes, et à voir avec des colères intenses qui sont au plus profond de nous-mêmes. Très bien, merci beaucoup Michel Odoul d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci de nous avoir présenté votre approche qui aurait intéressé, je pense, tous ceux qui cherchent les clés afin de décoder le langage de leur corps. Oui, merci à vous. Maintenant, nous allons passer à la séquence tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord la chronique